Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Il y a des parcours professionnels qui ressemblent à des romans d'aventure, et celui de Nicolas Monod en fait clairement partie. À 22 ans, il part au Vietnam avec pour projet d'y rester 18 mois. Il y passera finalement 8 ans, il rencontrera sa femme et tombera amoureux du pays, de sa culture et de sa philosophie de vie. De retour en France, il ouvre des boutiques de décoration, se forme à la menuiserie, puis repart vers le salariat, cette fois dans le secteur pharmaceutique, avant d'être licencié à 50 ans passés. Salariat, entrepreneuriat, changement de secteur, Nicolas n'a jamais eu peur de se réinventer. Un slasher avant même que le terme n'existe. À 56 ans, alors qu'à cet âge la société nous invite plutôt à nous stabiliser, lui a choisi de reprendre ses études à Dauphine pour suivre un MBA et préparer une nouvelle vie professionnelle, celui de directeur d'EHPAD. Dans cet épisode, on parle de réinvention, d'adaptabilité continue et d'agisme aussi. Je questionne Nicolas sur ce que ça veut dire une transition professionnelle après 50 ans, dans un monde du travail qui ne laisse pas toujours la place au profil senior. Et surtout, on découvre le parcours d'un homme curieux, optimiste, profondément libre et affranchi des injonctions de carrière. Cet épisode du Tilt est sponsorisé et réalisé en partenariat avec Manpower Group Talent Solutions, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les talents face aux grandes mutations du marché de l'emploi. Leur mission, construire un monde du travail plus humain, plus inclusif et plus durable. Forcément, ça me parle. À travers leurs actions dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'inclusion, ils s'engagent à faire évoluer les pratiques et à créer des environnements où chacun peut trouver sa place, quel que soit son âge, son parcours ou sa situation. Autant vous dire que dans un moment de transformation comme celui que nous vivons actuellement, c'est un acteur particulièrement pertinent et éclairant. Merci à eux pour leur soutien. Bonne écoute de ma discussion avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Je suis ravie de te recevoir à mon micro. Nicolas, la première fois qu'on s'est rencontrés, tu venais d'arriver dans le lieu où je travaillais pour la start-up du bench d'à côté. Et Harold, qui était un de nos collègues communs, me dit voici Nicolas, c'est le nouveau stagiaire de la start-up d'à côté. Alors moi, pour vous poser le décor, Nicolas n'a pas l'âge d'un stagiaire. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est leur nouveau CEO, leur nouveau CFO. Pas du tout, tu étais là en stage. Donc on a commencé à parler de ton parcours que j'ai trouvé vraiment génial. Et ça m'a vraiment donné l'envie de discuter des parcours de carrière, notamment après 50 ans. Toi, tu es en stage, tu as fait une reprise d'études après 50 ans. Et c'est vraiment ce sujet-là qui m'intéresse. Donc on va venir regarder ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui. Et on va parler d'agisme aussi dans le monde du travail. Mais avant de discuter de tout ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Nicolas, s'il te plaît, sans parler de ton travail ? Donc je suis Nicolas Monod, j'ai 56 ans. Je suis marié avec Béatrice, qui j'ai 2 enfants, Mathis et Jade, qui sont tous les 2 étudiants. Et donc en fait aujourd'hui à la maison il y a 4 étudiants, parce que ma femme est aussi en reconversion. Excellent. Voilà. J'adore. Super. Et alors, du coup, quand j'ai échangé avec toi, j'ai compris que tu avais eu beaucoup de vie professionnelle. Ouais. Et tu as utilisé de toi-même le mot slasher, mot que j'aime beaucoup, mode de travail en lequel je crois énormément pour sa pluralité des possibles. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a signifié être un slasher ?
Alors oui, j'ai utilisé le mot parce que j'en avais entendu parler en fait il y a, je pense, 4-5 ans en fait. Alors c'est peut-être parce que je m'y intéressais pas avant, mais avant j'ai pas l'impression que c'était un mot qui était encore ancré dans le monde du travail en France. Pour moi, slasher, c'est vraiment quelqu'un qui est d'abord polyvalent. Et polyvalent, ça je pense que je le suis, en opposition justement à spécialiste, que je revendique même, et qui est un peu contraire à la formation que j'ai suivie, parce que j'ai fait une école de commerce où justement on tend plutôt à fabriquer des spécialistes dans telle ou telle discipline. Moi, j'ai toujours été attaché à garder ce côté polyvalent. Donc, ensuite, pour moi, slasher, c'est avoir une vraie capacité d'adaptation. Ça, c'est vraiment peut-être même le plus parlant. Et ça aussi, je pense qu'à travers les 30 et quelques années que j'ai passées maintenant dans le monde du travail, j'en ai fait preuve. Et puis enfin, c'est toujours une recherche permanente de l'épanouissement personnel. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de... La frontière entre le pro et la vie perso, c'est pas un sujet. Si tu n'es pas bien dans ta tête, si t'es pas bien, c'est plus difficile d'être bon dans le boulot. Et ça a toujours été pour moi le moteur. C'est très très intéressant ce que tu dis sur finalement les deux notions qu'on met un peu l'une contre l'autre, généraliste / spécialiste. C'est pas facile de s'assumer généraliste dans le monde du travail. Ouais, c'est même... Alors, on l'est forcément quand on atteint les hautes sphères et qu'on prend la direction d'une boîte, ce qui d'ailleurs est censé être le cas quand on fait des business schools comme j'ai pu faire. J'ai fait mon école à Rouen, Neoma. Et donc, j'ai eu effectivement beaucoup de potes de mes promos qui ont pris des directions de boîte, donc qui avaient aussi cette casquette ou cette étiquette de généraliste. Mais c'est pas facile parce qu'effectivement, en plus, il y a un côté très rassurant, je pense, à être spécialiste dans un domaine, parce que finalement, on maîtrise son sujet. Et donc, on peut très certainement rebondir et puis avoir un plan de carrière. Être généraliste, finalement, à partir d'un certain âge, peut-être qu'on se dit, oui, d'accord, ok, tu sais faire ça, tu sais faire du marketing, tu as été commercial, tu sais lire un compte de résultats, etc., etc. Mais quoi d'autre ? Donc, après, moi, j'en ai fait une force. Et alors, du coup, ça a été quoi tes différents projets tout au long de ta carrière jusqu'à maintenant ? Alors, ça a été, en fait, on peut décomposer ma vie professionnelle en 3 temps. Je suis parti au Vietnam après mes études à Rouen. Donc, je suis parti en 92 pour faire ma coopération. Ça s'appelait à l'époque la coopération civile. Donc, pour la Chambre de commerce de Paris. Et en fait, c'était 92 pour resituer ouverture du Vietnam. Donc, un marché du travail en pleine mutation, un marché du travail, un marché d'opportunités. Donc il suffisait d'y passer à la limite. Alors la coopération, c'était 18 mois. Mais moi, comme on m'a proposé à l'issue de ma copé de rester pour monter le même centre qui était à Hanoï pour le monter dans le sud, j'y suis resté. Et au bout des 4 ans pour la Chambre de commerce, je commençais vraiment à très bien connaître le pays et à tomber amoureux du pays. Au passage, je suis tombé aussi amoureux de ma femme que j'ai rencontrée là-bas. Ah, vous êtes rencontrés au Vietnam. Ouais. Toulousaine, hein, mais bon. Et en fait, en allant prendre un pot, on trouve très facilement du boulot à l'époque. Donc j'ai d'abord trouvé du boulot pour ouvrir un bureau de représentation pour une boîte d'éclairage public dans le nord du Vietnam. Donc la boîte était basée dans le sud et on m'a proposé de développer le nord du Vietnam. Ça, c'était un contrat à durée déterminée. Au terme de ces 2 ans, la structure s'est vietnamisée, c'était prévu. Et j'ai retrouvé du boulot parce que je ne me voyais pas encore partir. Et ma femme était bien, avait trouvé aussi du boulot dans une usine de production qui n'a plus rien à voir, d'objets de laque. Là, donc, on est dans un environnement d'éco. Et en fait, la laque, c'est des objets qui sont faits à partir de bambou. On peut laquer tout type de support. Et c'est à la fois décoratif, c'est pour l'ameublement, pour l'art de la table. Et tu faisais quoi, du coup, je m'occupais de la production. D'accord. Parce que comme j'avais commencé à faire l'effort de vraiment parler la langue, et que tous les ouvriers étaient vietnamiens et ne parlaient que le vietnamien, je servais un peu d'interlocuteur entre la direction et toute l'équipe vietnamienne. Il y avait 120 ouvriers. Et donc, je me suis retrouvé propulsé, directeur de prod et directeur adjoint, parce qu'il fallait un directeur adjoint. Donc, je me suis retrouvé directeur adjoint aussi. Et ça durait 2 ans.
Ok, incroyable. Et donc, du coup, t'es parti du Vietnam après cette expérience-là dans cette usine-là? Donc ça a été ma 3e expérience professionnelle, donc après la CCIP, l'éclairage public. Et donc avec ma femme, donc on en était à 8 ans et demi, on s'est dit, bon, on a quand même pas mal de copains qui commencent aussi à partir. On n'avait pas encore d'enfants, donc on approchait la trentaine. L'insouciance, belle vie, sur le plan financier et sur le plan des rencontres. Et on s'est dit, bon, on a aussi des parents qui vieillissent. Et donc on s'est dit, on va rentrer. Maintenant, on sait une chose, c'est que le marché du travail français ne nous attend pas, vu en plus notre profil hyper atypique. Et donc en fait, on a décidé, en lien avec la dernière activité, et puis parce que je pense que j'avais découvert une vocation pour tout ce qui était déco et tout ça, on a décidé avec ma femme d'ouvrir des boutiques de déco à Paris. Alors attends, j'aimerais revenir sur un point que tu viens d'évoquer. Tu disais, on a compris que le marché de l'emploi en France ne nous attendait pas. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça à l'époque? Parce que déjà par rapport à ce que tu disais au départ, quand tu t'es pas spécialisé après 8 ans à la sortie d'une dite grande école de commerce dans un secteur, c'est très compliqué en France. Alors peut-être on a interprété ce marché du travail à tort, mais par rapport à tous les échos que j'en avais avec les potes, non, c'était une réalité. Après 8 ans sorti d'école, tu avais normalement tel job quoi, et tel salaire. Donc nous, on s'est dit, et peut-être parce qu'on avait cette âme entrepreneuriale, on s'est dit, tiens, pourquoi pas tenter l'aventure en France, dans un secteur qu'on commence à bien connaître, et surtout en maîtrisant la filière amont, c'est-à-dire en pouvant s'approvisionner en direct, sans passer par les salons de maisons et objets et compagnie. Donc du coup, vous avez ouvert ça en France dès votre retour? On a ouvert ça, on a cherché un lieu, une ville plus exactement, donc on hésitait entre Toulouse, qui était la ville natale de ma femme, que je connaissais pas et pour lequel j'avais un coup de cœur. Après, la raison de nous rattraper, on s'est dit, le marché parisien, il est quand même forcément plus grand. Le tout asiatique, il y a un véritable phénomène, il y a un vrai engouement pour ce marché-là. Il y avait des enseignes comme Maison Coloniale, ça ne te parle peut-être pas, mais ouais, Maison Coloniale, c'était des belles enseignes et tout ça. Et donc on s'est dit, on va ouvrir à Paris. Donc on a cherché et on a trouvé dans le 14e arrondissement, en oubliant juste un truc, c'est que les 3 règles d'or pour ouvrir alors c'est peut-être plus aujourd'hui, parce qu'il y a Internet qui est passé par là, mais c'était l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Nous, on a choisi un beau lieu, un bel espace, avec le budget qu'on avait, parce qu'entre-temps, on s'était payé notre petit loft à Malakoff. Et donc, on a tenu 12 ans. 12 ans, et en ouvrant une première boutique rue Didot dans le 14e. Et après, on a ouvert rue de la Gaîté et aussi rue de l'Ouest. Comment vous sépariez un peu les tâches dans l'entreprise? Vous étiez tous les deux et vous aviez chacun votre scope, quoi? Ouais, j'imagine. Tous les deux. Après, quand on en a ouvert une deuxième, on était tous les deux à faire l'activité forcément commerciale, puisque c'est des boutiques. Moi, au début, je suis resté sur la fonction achat, puisque je continuais à aller au Vietnam pour faire les achats en direct. Là où c'était malin, c'est qu'on n'était pas obligé de remplir un container d'objets de déco, parce qu'un container d'objets de déco, il faut en acheter. Donc, toujours dans une logique de trésorerie, on faisait du groupage et on partageait on avait le droit à 10 mètres cubes qu'on remplissait qu'on mettait au-dessus de carreaux de ciment qui venaient aussi du Vietnam et qui a été ensuite une opportunité quand j'ai arrêté mon activité de déco. Ça a duré combien de temps, les boutiques? Les boutiques de 2001 jusqu'à 2011-2012. Et entre-temps, toujours, je pense, dans cette logique peut-être de s'adapter, j'ai senti, et là, merci l'école de commerce, parce que autant j'ai pas fait option finance que tout le monde devrait faire à mon avis, parce que finalement c'est la seule où on apprend plein de trucs sur le plan technique. Moi j'ai fait marketing et je me renseignais sur le marché. En plus je participais, parce qu'on a essayé de lancer une petite activité de grossiste, mais toute petite. Je me renseignais sur le marché et je voyais bien que le marché tout asiatique s'étiolait, et donc je me suis dit, tiens, il y a un marché, c'est la fabrication de meubles sur mesure pour les petits espaces parisiens. Et en fait, je me suis dit, je vais profiter de cette activité et je vais aller me former au métier de la menuiserie. Ce qui m'amène aussi, quand je suis rentré dans ce lieu, à m'être interrogé sur
de voir tous ces outils. Mais du coup, tu faisais toi-même? Je me suis mis à faire moi-même et donc je me suis mis à faire moi-même avec un matériau qui venait d'Asie. Donc toujours pareil, j'utilisais les containers de carreaux de ciment qui ne pouvaient pas être remplis à 100% parce que les carreaux de ciment, c'est trop lourd. Donc tu ne peux pas faire 30 mètres cubes de carreaux de ciment. Donc il restait un tiers et je mettais des panneaux de bambou laté collés qu'on voit aujourd'hui beaucoup. Et à l'époque, j'étais, je crois, le premier à faire des meubles en bambou, mais pressés hydrauliquement. Donc, c'était du vrai, c'était des matériaux très lourds et je faisais des formes très épurées, très simples à faire, qui demandent surtout du bon matériel. Et voilà. Et voilà l'aventure. Donc là, à ce stade-là, donc tu es en 2011, tu as déjà eu plusieurs boulots au Vietnam, tu parles vietnamien, tu as ouvert des boutiques, tu fais aussi des meubles avec tes mains. Est-ce que le fait d'avoir multiplié les rôles, ça t'a quand même parfois joué des tours ou au contraire, ça t'a plutôt servi dans tes différentes expériences? Ça m'a servi... Alors, ouais, la question est pas facile. Je dirais que ça m'a peut-être joué des tours si j'étais dans l'optique de gagner beaucoup de sous. Alors que moi, je me suis toujours fixé une ligne. Ça surprend beaucoup de gens, mais j'avais estimé que si ma femme bossait et moi aussi, avec 3 000 nets chacun, c'est-à-dire 6 000, on arriverait à très bien vivre à partir du moment où on était propriétaire de notre maison. Donc ça a été la première chose qu'on a faite, avec très peu d'emprunts parce qu'on avait pu, en tant qu'expatrié, mettre quand même pas mal de côté. Et avec ça, finalement, on arrive à rebondir parce qu'à 3 000 nets, finalement, avec un profil généraliste, pas mal expérimenté, dans des petites boîtes, c'est un budget qui passe. Pour s'occuper d'une fonction commerciale ou pour développer une activité, ça passe. C'est pas un frein, quoi. Est-ce que tu penses que ce serait possible encore aujourd'hui parce que la vie à Paris a explosé en termes de... C'est plus compliqué, mais tous les deux à 6 000 nets, on y arrive encore. Ouais, c'est faisable. Okay. Ouais. Même si on a 2 enfants qui ont eu la bonne idée de faire, comme nous, des écoles de commerce, et que les écoles de commerce, pour le coup, c'est très cher. Bien plus cher qu'à notre époque. C'est devenu... Ils ont voulu s'aligner sur les universités étrangères. Ouais. Donc 15 000 l'année par 2, ouais, c'est... Est-ce qu'ils ont fait finance, tes enfants, du coup? Et non, on fait pas un chat avec un chien. On n'a pas réussi. Donc il y en a un qui veut être dans l'humanitaire et l'autre qui veut être plutôt dans le cinéma, mais avec un bon bagage, parce que c'est 2 bonnes écoles. Génial. Ouais. Ok, donc c'est un peu... c'est à la fois une très grande ressource et en même temps ça demande d'être un peu agile et flexible dans les opportunités qu'on peut saisir en fait finalement. Exactement, ouais, c'est ça, d'être à l'écoute, de rencontrer des gens et de pas se fermer les portes, quoi. Après il y a eu un licenciement, je sais pas, ça fera peut-être partie des... Oui, c'est ça, j'allais y venir parce que après la déco, les meubles que tu fais avec tes mains, tu es parti travailler dans le secteur pharmaceutique. Alors avant cela, il y a eu une première expérience de salariat parce que jusqu'à ce jour, jusqu'en 2013-2014, je suis à mon compte. Et donc là, pour le coup, les enfants grandissant et l'activité avec ma femme, tous les deux, alors d'entrepreneurs. Là, pour le coup, on n'avait plus les 6 000 nets nécessaires pour vivre correctement. Et là, pour le coup, je me suis dit, finalement, le salariat, ça peut-être du bon. Et la société avec laquelle on partageait les containers de carreaux de ciment, qui était pour le coup, elle, sur un business de grossiste, alors que nous, nos boutiques, c'était des boutiques de détail, eh bien, ils cherchaient quelqu'un pour faire le développement commercial donc, sur les salons professionnels auprès des revendeurs de carrelage. Et donc, ils m'ont proposé le boulot de développement commercial, d'autant que le patron de cette petite TPE, qui faisait 1 million d'euros, il partait vivre à Bordeaux. Donc, lui, ça l'arrangeait. Il avait Nicolas... qui était prêt à reprendre le job. Le deal, c'était que je reprenne la boîte, en fait. D'accord. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, parce que du coup, tu es rentré en CDI pour la première fois chez eux. Voilà. Donc, ça a été ma première expérience de salariat en France. CDI, aux conditions qu'on avait fixées. Et en 2 ans et demi, le problème, c'est qu'il y a eu une gestion, on va dire, un peu approximative de la boîte. Finalement, alors qu'on était vraiment sur une super niche, la boîte, malheureusement, n'a pas su surfer sur cette vague. Et donc, j'ai été licencié pour raisons économiques. Donc, à l'issue de ça, en fait, j'ai l'expert comptable qui s'occupait de nos boutiques, qui ne m'avait pas perdu de vue et qui, lui, pour le coup, était en plein développement parce que son activité principale, c'était pas d'être expert comptable de petites boîtes comme celle qu'on avait avec ma femme, dans le milieu de la décoration. Lui, il était spécialisé
dans le secteur pharmaceutique. Ah, donc c'est là le lien avec le secteur pharmaceutique. Il gérait en fait une centaine de pharmacies. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pharmacien, c'est vraiment un business récurrent pour un expert comptable. C'est la niche, c'est le jackpot. Et il avait épousé une pharmacienne qui avait eu la bonne idée de créer un premier groupement pharmaceutique. Donc un groupement pharmaceutique, le but, c'est en fait de faire tout ce que les pharmacies ne peuvent pas faire seules. Donc c'est négocier les conditions commerciales auprès des génériqueurs, donc les Biogarant, les Mylan et compagnie, de négocier auprès des laboratoires, que ce soit en para ou pour les autres médicaments, et puis faire de l'animation tous les mois pour qu'il y ait des campagnes de promo, faire de la formation. Donc en fait, c'est vraiment toutes les fonctions support qui sont attribuées à des groupements pharmaceutiques. Et donc en fait, il m'a proposé, parce que sa femme était assez sollicitée par les génériqueurs, d'ouvrir un second groupement. Et il y aurait eu conflit d'intérêts pour elle, puisqu'en fait, c'était le co-leader qui lui proposait d'ouvrir un deuxième groupement. Et tout simplement, elle m'a proposé, elle me connaissait par son mari, elle m'a proposé de prendre la tête, de m'occuper du second groupement pharmaceutique, qui était beaucoup plus petit que le premier, et j'avais 25 pharmacies. Et donc, en fait, je gérais leur chiffre d'affaires, je négociais pour eux les conditions. Et ça a duré 2 ans. Et le groupement pharmaceutique, malheureusement, on a été racheté par plus gros que nous, et j'en ai fait les frais. Donc, j'ai été remercié parce qu'en fait, on était racheté par un très gros groupement pharmaceutique alsacien. Et donc, en fait, ma place n'était plus du tout justifiée. D'autant que j'avais quand même une expérience dans le secteur pharmaceutique qui était c'était une reconversion tardive. Donc, tu vois, à presque 50 ans, j'en ai 56. Presque à 50 ans, tu vois, par rapport à ce groupement alsacien qui était précurseur dans ce secteur, ils se sont dit, Nicolas Monod, très sympa et tout, mais je vois pas trop la place qu'il va avoir. Mais justement, ça c'est une question que j'avais pour toi. Dans ce second licenciement économique, est-ce que tu penses que l'âge a eu une place dans la décision de te licencier ? Inconsciemment, oui, parce que je pense que là, pour le coup, et c'est justifié, je me mets à la place de celui qui a racheté le groupement, celui dont j'étais président, mais aussi l'autre, de la femme de l'expert comptable. Finalement, il valait mieux miser sur la jeunesse en prenant vraiment des petits jeunes qui allaient sillonner toute l'Île-de-France, parce qu'ils n'étaient pas du tout présents en Île-de-France, sillonner toute l'Île-de-France pour pouvoir aller démarcher les pharmacies. Voilà. En termes de décision business pure, ça avait du sens. Ouais. Et puis ça s'est fait de façon très propre, quoi. Je veux dire... le licenciement économique, c'est un dispositif qui est quand même très avantageux. Après, c'est très avantageux. On a finalement les mois de préavis. Finalement, souvent, ils servent ensuite à avoir soit un bilan de compétences, soit du coaching qui va être sous-traité par Pôle emploi à un cabinet spécialisé. Ce qui s'est passé pour moi, d'ailleurs. Et justement, est-ce qu'à ce moment-là, donc tu disais que tu avais passé 50 ans quand ça s'est passé, comment tu as appréhendé cette transformation-là ? Puisque tu avais l'habitude, mais est-ce que ça a été particulier ? Le premier licenciement économique, finalement, là, ça avait été plus dur pour moi parce que pour le coup, j'avais vraiment l'impression qu'on avait, j'allais dire un gros mot, mais bon, qu'on n'avait pas fait ce qu'il fallait pour bien développer ce business qui était vraiment sur une niche. On était leader, on avait des super produits. Autant là, le rachat était dans l'air du temps. Toujours dans cette logique aussi d'observer l'environnement, c'était un marché où il y avait plein de fusions, parce qu'il y a énormément de groupements, donc il y avait un phénomène de rapprochement. Et donc je me suis dit, bon voilà, c'est le tour de mon petit groupement. Et donc je me suis juste rappelé que dans le secteur pharmaceutique, il y avait un secteur qui se portait, une activité qui se portait très très bien, c'était le matériel de maintien à domicile. Et le matériel de maintien à domicile, toutes les pharmacies en proposent. C'est pas très glamour. Ça nous amène aux personnes âgées. Et je me suis intéressé comme ça finalement à ce secteur. D'abord sous l'angle purement financier en regardant, puisque j'avais un regard sur les pharmacies que j'accompagnais, là où elles dégageaient de la marge. Et finalement, là, elles dégagent vraiment de la marge. Je me suis intéressé. Je me suis dit, bon, je suis licencié. Qu'est-ce que je peux faire à 50 ans ? Comment l'âge peut être un atout ? Et en parlant avec les uns et les autres, j'ai entendu parler de Silver Economy.
Et je me suis renseigné pour faire une formation. Et c'est comme ça que j'ai postulé pour être à Dauphine. Oui, alors ça, c'est une des premières choses dont on a parlé quand on s'est rencontrés. Du coup, tu t'es réengagé dans des études de 1 ou 2 ans? Là, c'est une formation qui démarrait en septembre 2024 et on va être diplômé, si tout va bien, en décembre 2025. Un peu plus d'1 an avec, sur un format, 1 semaine de cours. Et après, soit tu bosses, et sur les 30 dans la promo, il y en a une bonne moitié qui conjuguent les deux. D'accord. Donc 1 semaine de cours et leur boulot. Et puis on était quand même plus d'une dizaine sur les 30 à être en reconversion ou en licenciement. Qu'est-ce que tu considères comme étant une reconversion? Parce que tu as fait tellement de choses. Si on prend ton parcours de A à Z jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est une transition professionnelle? Moi, j'utilise beaucoup ce mot-là. Qu'est-ce que tu considères d'être l'ordre d'une nouvelle opportunité, d'une reconversion, d'une transition? Comment tu expliquerais un peu la différence entre tes différents changements professionnels? Ouais. Moi, je pense que je sais pas, une réinvention, je connais, je n'ai pas le bon mot, mais en fait, c'est de se dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre, déjà. Et ça, peut-être que ça correspond plus à une mentalité anglo-saxonne ou des pays comme l'Allemagne, où finalement, ça fait partie intégrante de ta vie professionnelle. Tu te formes en continu, quoi. Il y a de la formation continue. Donc peut-être qu'on va aller vers ce modèle, peut-être que la génération dont tu fais partie, ou mes enfants, de toute façon, étant donné que le plein emploi c'est fini et qu'ils veulent tous, sortant des grandes écoles, créer leur start-up, jusqu'à où je ne sais pas, c'est peut-être ça en fait, en permanence, être en transition, se reconvertir, se réinventer. Moi je crois plus à ça en fait. Oui, je suis d'accord avec toi parce que, et je pense que notre génération et celle d'après moi est plus consciente de ça. Dire en fait, on sait très bien qu'il n'y aura pas d'Eldorado pendant 10-15 ans dans une entreprise. Déjà, je pense que de un, les gens le veulent peu parce que c'est difficile à envisager. Et puis, c'est pas dans l'ère du temps, du digital, etc. Donc, je pense qu'il y a ça. Et tu disais, tes enfants et ma génération, on a envie de monter des boîtes. Moi, j'ai donné des cours à des élèves en école de commerce. Et j'avais différentes sections. J'avais les sections marketing, j'avais les finances et j'avais les entrepreneuriats. Ouais. Et c'est marrant parce qu'en fonction des profils, ils appréhendent l'entrepreneuriat différemment. Ouais. Mais les marketing et les entrepreneuriats, ils avaient tous déjà une micro-entreprise. D'accord. Ils faisaient du dropshipping, un peu d'influence. Ils avaient tous déjà négocié des trucs avec des boîtes. Et je pense que c'est vraiment une grosse mutation du monde du travail qui est liée aussi à toutes les crises qu'on traverse, quoi. Donc, des réinventions, quoi, finalement. Réinvention, ouais. Ce que tu dis là, c'est vachement intéressant parce que mon fils, voilà, il est à Audencia, il fait donc option politique, publique et coopération internationale. Et en parallèle, il monte sa chaîne YouTube sur School. Ah, génial. School, je connaissais pas. Mais c'est pour proposer des formations. C'est ça. Ouais. Et donc, autour de tout ce qui est désintoxication des écrans. Alors là, il y a un marché. Et je me suis permis de lui envoyer ton dernier podcast. Ah bah génial. Ouais, bien sûr. Avec Laurie Michel sur l'hyperconnexion. Ouais. Bah ouais. Et puis on commence à en parler de plus en plus. Tu vois, la loi TikTok que les parlementaires veulent. Il y a un marché énorme. J'ai regardé un peu moi le marché l'année dernière, il est monstrueux. Ouais, bah oui. Et il va être exponentiel parce qu'on est sur des vrais sujets d'addicto, in fine. Donc très intéressant. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur le sujet de l'âge dans l'entreprise, dans les transitions professionnelles. Est-ce que toi, autour de toi, dans tes amis, dans ta famille, etc., tu vois des personnes qui ont été mises de côté ou alors dont l'âge commence à être un sujet dans leur parcours de carrière? Oui, très clairement. Mais c'est aussi par rapport à ce que je te disais au départ, c'est-à-dire que des personnes, des potes à moi qui ont des postes très hauts, jusqu'à 50 ans, ça fonctionne, mais avec des salaires stratosphériques. Tu vois, je parle de plus de 200K par mois, ou des personnes comme ça. Il y a un âge où ça commence à bloquer, dans un contexte économique qui peut aussi être plus compliqué. Donc, c'est souvent les personnes qui en font les frais. Donc, après, c'est les personnes donc, toutes les fonctions DG, directeur marketing, qui plus est, quand c'est ma génération, donc quinquas qui ne se sont pas forcément mis ou qui n'ont pas saisi la transition digitale numérique, cela, c'est compliqué. À l'inverse, ceux qui ont su, j'ai une très bonne copine qui, elle, pour le coup, a su faire cette transition numérique et tout ça, qui est aussi une quinquas, elle, je pense qu'elle a son vrai savoir-faire
de directrice marketing avec une vraie appétence pour tout ce qui est numérique. Et donc, elle a de belles années devant elle encore. D'un côté, il y a l'âge, qui est un gros sujet, notamment en France. On est très... j'ai l'impression qu'on est particulièrement drastique sur la question de l'âge dans les entreprises. Peut-être que ça l'est moins à l'étranger, j'ai pas encore creusé cette question, mais en tout cas, c'est une question que je me pose. Il y a le sujet de l'âge, mais tu évoques aussi le sujet de la compétence, qui est hyper important. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les compétences, elles évoluent à une vitesse folle. Je regardais un documentaire l'autre jour avec Benoît Serre, le président de la NDRH, Oui. qui disait qu'une compétence technique, aujourd'hui, elle dure 18 mois. 18 mois. 18 mois, Ouais. c'est fou. Moi, j'avais vu 23 mois, tu vois, Ouais. versus plusieurs dizaines d'années à mon époque. Oui, c'est Donc, ça. en fait, tu étais assis sur une rente, en fait, à l'époque, tu vois. C'était une rente. Tu étais expert en marketing, mais aujourd'hui, il y a tellement de niches, tellement d'intelligence artificielle qui vient se greffer dessus. Donc, il y a l'âge, il y a les compétences. Est-ce qu'il y a autre chose derrière, une forme d'imaginaire à réinventer autour de l'âge ou autour de la manière dont on travaille ensemble avec les différentes générations ? Ben ça ouais, la question est super pertinente et puis ça m'amène directement à l'activité d'aujourd'hui auprès des personnes âgées. C'est-à-dire que quand tu es pape, tu es vieux quand tu meurs finalement. Quand tu es chef d'entreprise ou directeur général, tu es vieux après 45, 50 ans. Puis on va raccourcir, je pense, les cycles. Donc en fait, et puis quand tu joues au tennis, comme c'est mon cas, tu es vétéran, je crois que tu commences à être vétéran à 35 ou 40 ans. Ouais. Oui, après tu as des tranches le terme, il est... Ouais, il est violent. Mais après, tu as des tranches de vétérans, plus de 40, plus de 45, plus de 50, plus de 55. L'image du tennis, pour moi, elle est, j'adore parce que c'est un sport que j'aime beaucoup. Et je vois un peu ma vie comme une partie de tennis, tu vois, où il faut se réinventer, où tu joues contre un petit jeune. Et puis finalement, bah, tu as des armes, et un peu dans le monde d'entreprise, c'est pareil. C'est-à-dire que tes armes dans le monde d'entreprise, ça va être ton expérience avec ses échecs et ses réussites. C'est ta prise de recul malgré tout. Tu vois, et tout ça fait que au tennis, c'est un peu la même chose quand tu joues contre un petit jeune qui est 10 fois plus puissant que toi, qui a un cardio 10 fois meilleur que le tien, mais sauf que toi, tu as peut-être un tennis un peu moins stéréotypé que le sien, pas le revers à deux mains, mais un petit revers slicé, où tu sais faire des amortis, tu vas arriver à faire déjouer quelqu'un qui, sur le papier, est meilleur que toi. Donc, moi, la vie en entreprise, je la vois ici comme ça. Il faut se réinventer, quoi. Ouais. Il n'y a pas de place pour les personnes qui veulent un plan à vie, c'est fini, ça. Même dans la fonction publique. C'est un vrai sujet de fond. Il n'y a pas longtemps, j'animais un séminaire pour une équipe dans un secteur public. Et j'avais en face de moi des gens qui faisaient la même chose depuis 25 ans et pour qui c'était lunaire les transformations qui étaient en train de se passer, ce que vraiment je comprends à 100%. Et ça, pour moi, je pense que c'est un des grands chantiers aussi à mener, c'est comment est-ce qu'on parle de ce nouveau monde du travail-là ? Parce qu'en fait, il est volatile, il faut se réinventer, c'est épuisant. On parle de burn-out, mais c'est que le début, parce qu'il y a les sujets des écrans, mais il y a les sujets de la réinvention qui va se passer de plus en plus rapidement, qui va demander des ressources, etc. Financièrement, ça amène beaucoup d'insécurité. Donc, c'est comment est-ce qu'on amène les gens à comprendre ce monde du travail-là et à se réinventer profondément dans leur manière de vivre, en fait. C'est la clé. C'est le fameux équilibre entre ta vie perso et ta vie professionnelle, et puis surtout donner du sens à ce que tu fais, quoi. Ouais. Et c'est le Vietnam qui m'a, je pense, qui m'a formaté. C'est un mot que j'aime pas, mais qui m'a construit, parce que quand tu pars à 22 ans dans un pays qui a été en guerre pendant très longtemps, avec des gens, et tu rencontres des gens qui sont d'une résilience incroyable, et des bosseurs incroyables, et qui vivent pas grand-chose. Bon, toi, tu mets ton petit ego de côté, et tu apprends à retrousser les manches comme eux, même si j'étais bosseur, mais tu apprends vraiment à donner du sens à ce que tu fais. Ça Merci les t'a Vietnamiens. donné une philosophie de vie, finalement. Ouais. Le Vietnam, ça m'a totalement... ouais. Et puis tous les potes du Vietnam, c'est pareil. On est tous dans le même schéma, à accorder plus d'importance aux rencontres qu'on fait. Le boulot, c'est très important, mais c'est pas tout. Ouais. Mais d'ailleurs, dans la manière dont tu racontes ton parcours, on se rend compte que tout est question de connexion et de lien avec les gens.
Et ouais. J'ai pas l'impression que tu aies beaucoup postulé. Tu disais là pour Mamily, donc qui est l'entreprise avec laquelle on s'est rencontrés. Ouais. Vous faites du maintien de personnes âgées à domicile. Tu disais tout à l'heure, j'avais pas fait de CV jusqu'à postuler chez Mamily pour mon stage dans le cadre de mon MBA à Dauphine, quoi. Exactement. Et 4 entretiens à la clé, ou 3 ou 4, avec Clément et Victoire. Wow. Ah, ils sont durs en affaires, Clément et Victoire. Non, mais ils avaient raison par rapport à la question. C'est-à-dire, est-ce que finalement, d'avoir quelqu'un, un commercial pur et dur, à 55 ans, comment ils allaient le manager? Est-ce qu'il était, tu vois, flexible et tout? Et ils m'ont fait confiance. On verra maintenant ce que nous réserve l'avenir, mais c'est un super projet en tout cas, Mamily. Ouais, c'est génial. Franchement, top. Donc, tu es un pro de la flexibilité, on l'a compris, de l'adaptabilité, de la résilience. Ce serait quoi ton conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent là et qui sentent qu'ils sont dans un moment où ils ont besoin de rebondir, de se réinventer, de mettre une nouvelle impulsion? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il faut apprendre, il faut se nourrir. En plus, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'apprendre par soi-même. Il faut apprendre, parce qu'il y a tellement de choses. Se mettre peut-être à l'intelligence artificielle, apprendre à coder. Et puis pour la jeune génération, voyager. Ouais. Avoir la chance de. Hyper intéressant, vraiment, Nicolas. Merci beaucoup. J'ai une dernière question pour toi, qui est ma question signature que je pose à tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller, t'épauler tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors, incontestablement ma femme, parce que j'ai déjà bossé avec elle plus de 10 ans dans la déco, la vraie bosseuse d'une rigueur incroyable. Et je prendrais quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, mais que j'écoute et que je lis au moins 1 fois, 2 fois par semaine, plus en lien avec le business d'aujourd'hui. C'est Alexandre Faure, qui a créé une newsletter qui s'appelle Longévité et qui a une approche très innovante sur justement l'accompagnement des personnes âgées, avec pour lui la liberté comme postulat, alors que justement dans le monde des EHPAD, c'est surtout, on parle toujours de dilemme entre sécurité et liberté, lui il en fait son postulat et après on trouve les solutions. Mamily, à ce niveau-là, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne solution. Et la 3e personne, bonne question, un philosophe, mais je ne l'ai pas en tête, un philosophe, ouais. Génial, super. Voilà. Nicolas, merci beaucoup d'être venu à mon micro. Je mettrai toutes les infos pour regarder ce que vous faites chez Mamily, pour que les gens regardent ton parcours, etc. Génial. Et puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Léa. Merci d'avoir écouté cet épisode du Tilt. J'espère que le parcours de Nicolas Monod vous aura inspiré autant que moi. Sa curiosité, sa liberté et sa manière de se réinventer à chaque étape de sa vie nous rappellent qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre et changer de cap. À très bientôt pour un nouvel épisode.